quand on est dans l'attente de résultats et qu'on sent que nos jambes ne nous portent plus et qu'on a des pertes d'équilibre et qu'on nous cherche un AVC, on nous cherche un cancer, la sclérose en plaques. Ayant cette reliance en fait à l'invisible, j'ai demandé aussi de l'aide, comme une espèce de cri du cœur, un désespoir. J'ai ressenti un apaisement, j'ai ressenti un enveloppement et je me suis endormie. Le lendemain matin, je ressentais à nouveau l'énergie circuler. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À Votre Santé, bonjour, bienvenue. Très content de vous retrouver, de passer cette heure en votre compagnie. Et je vous propose de sortir du cadre aujourd'hui avec mon invité parce que c'est en réfléchissant en dehors du cadre de la norme établie qu'on peut découvrir de nouveaux concepts. Mon invité s'appelle Fabienne Raoul, bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe, merci de votre accueil. Avec beaucoup de plaisir, ingénieure et consultante scientifique, auteur passionné par le hors cadre. Oui. C'est vous qui le dites. Tout à fait. Donc je le cite. Usine à questions, ça c'est vous qui le dites également. Vous êtes sourcière comme votre grand-père et avant lui son grand-père. Vous avez hérité du don familial. Exactement, oui. Entre autres, ce don-là. Effectivement, je ne sais pas si on peut le qualifier de don, du moins d'une sensibilité particulière, effectivement, à l'eau. On va le qualifier comme ça, effectivement. Sensibilité particulière à l'eau, donc. Une expérience de mort imminente vécue en 2004 va vous transformer en profondeur. Et vous décidez de quitter l'autoroute pour vous former dans l'accompagnement de l'humain. Et vous devenez sophrologue et vous accompagnez depuis plus de 10 ans maintenant, plus précisément des personnes hypersensibles, celles qui ont vécu des expériences de mort imminente et des perceptions extrasensorielles. Tout à fait. Vous êtes également coproductrice du premier docu-fiction cinématographique français sur les expériences de mort imminente, qui s'appelle Témoins. Ils sont des millions à l'avoir vécu. Et c'est réalisé par Sonia Barkala. Exactement. Avec qui vous êtes allé à Lourdes. Oui. Ça ne s'invente pas, quand même. Ah non, exactement. Et qui sort d'ailleurs, l'avant-première sort là, lundi 14 octobre à 20h. Ouais. Voilà, au cinéma Pathé Palace. Donc vous pouvez aller le voir. Voilà. Et vous publiez ces guérisons qui défient la science chez HarperCollins. C'est une enquête en 2 mots. Oui. Qui est né de plus de 20 ans de recherche parce que vous êtes directement concerné par cette thématique de la guérison inexpliquée. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut que je précise bien pour commencer ma présentation, c'est que, comme vous l'avez très bien dit, j'ai une formation d'ingénieur, j'ai un parcours très cartésien, très rationnel. Ingénieur dans les énergies, oui. Ce qu'il faut comprendre. Dans le nucléaire, voilà. Plus précisément, voilà. L'ingénierie nucléaire, effectivement, ouais. Ingénieur matériaux. Et effectivement, donc j'avais une vision extrêmement cartésienne et rationnelle, ce que j'ai toujours, je dis j'avais, mais aujourd'hui, je me suis ouverte à l'invisible, effectivement avec mon expérience de mort imminente en 2004 et quelques années plus tard, c'est-à-dire en 2007, je me suis retrouvée atteinte d'une maladie neurologique qui m'a amenée aux urgences et puis à l'hôpital, au service de neurologie de l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris. Et je pense comme beaucoup de gens, à un moment donné, quand on est dans l'attente de résultats et qu'on sent que nos jambes ne nous portent plus et qu'on a des pertes d'équilibre et qu'on nous cherche un AVC, on nous cherche un cancer, on nous cherche la sclérose en plaques, etc. Ayant cette reliance en fait à l'invisible, j'ai demandé aussi de l'aide, tout simplement, comme une espèce de cri du cœur, un désespoir. Et j'ai ressenti un apaisement, j'ai ressenti un enveloppement et je me suis endormie. C'était le soir sur mon lit d'hôpital. Et le lendemain matin, je ressentais à nouveau l'énergie circuler. Alors, attention, il a fallu du temps après aussi pour que je retrouve complètement l'usage à 100%. Mais parce que vous expliquez dans votre livre que vous vous en remettez aux forces de l'invisible. Oui. De quelle façon est-ce qu'on s'en remet aux forces de l'invisible ? Alors, c'est extrêmement simple, ça vient du cœur. Pour moi, l'invisible fait partie de nos vies. Donc l'invisible, c'est aussi autour de nous. On est tous, c'est ma conviction, parce que je l'ai vécu personnellement, accompagnés. On est tous aidés. Alors, il y en a qui vont appeler les anges gardiens, des guides. D'autres personnes, ça va être une connexion avec leurs grands-parents, par exemple. Et ils vont demander effectivement de l'aide, du soutien dans les situations difficiles, type les épreuves de vie, par exemple. Mais ça se fait sous quelle forme ? Alors, pour vous, comment est-ce que... Pour moi, c'est très simple. C'est une demande...
Alors souvent c'est à voix haute parce que des fois je les engueule. Ça peut paraître étonnant, mais j'ai mon petit côté un peu à râler. Mais je parle tout simplement à voix haute, ou c'est à l'intérieur de moi, dans mon cœur. Ça peut être sous forme de prière au sens large aussi du terme. Donc c'est vraiment cette intention de reliance, de connexion en fait. Et vous vivez donc ce que vous appelez une expérience de libération de l'ego. Oui. C'est quoi une expérience de libération de l'ego ? En fait, c'est quand vous vous rendez compte que vous êtes un petit humain qui ne peut rien faire face à la maladie et que vous êtes tellement petit que vous vous rendez compte que de toute façon, y a autre chose qui est là et qui vous dépasse complètement et qui est un vrai mystère qui peut agir en fait à travers vous, mais uniquement si vous laissez la place. Et ça, c'est important parce que notre ego, c'est notre mental. Alors, moi, je suis pas contre l'ego. Au contraire, on a tous un ego. On serait pas là si on n'avait pas d'ego. On est là avec nos personnalités. On en a besoin. Par contre, c'est quelle est sa place ? Est-ce qu'on décide dans notre quotidien qu'il soit présent en permanence ? Donc, ça veut dire qu'on est très dans le mental et non dans notre ressenti, non dans notre cœur, dans cette reliance aussi avec quelque chose qui nous dépasse, cette force de vie qui est à l'intérieur de nous. Que moi je vais appeler l'âme, tout simplement, avec ou sans connotation religieuse, après ça dépend de chacun, mais pour moi il y a vraiment cette conscience supérieure, peu importe le nom qu'on va lui donner, mais qui est en nous et qui est là pour vraiment, qui nous habite en permanence et auquel on doit laisser de la place tout simplement pour mieux vivre en fait, pour vraiment intégrer toutes les dimensions que nous avons en tant qu'être humain en nous. On n'est pas que de la matière biologique, tout simplement, on est plus que ça. On est des émotions, on est des pensées et on est, à mon sens, alors c'est pour ça que je cite beaucoup Teilhard de Chardin. Nous ne sommes pas un être humain vivant une expérience spirituelle, mais nous sommes un être spirituel vivant une expérience humaine. Et là, quand j'ai lu cette phrase-là, ça m'a parlé, ça m'a résonné dans mon cœur. Je me suis dit, mais c'est tellement ça. C'est tellement ce que j'ai vécu, c'est tellement ça. Alors, vous vous en êtes sorti. Mais ce qui est paradoxal, c'est que 3 ans auparavant, vous aviez vécu une expérience de mort imminente et vous commencez pas par ça. Pourquoi vous commencez par cette expérience au Val-de-Grâce ? Alors, pour aborder la thématique des guérisons, en fait, ça a été pour moi important de revenir sur cette expérience-là, justement, pour me dire, mais c'est quoi les mécanismes en jeu dans la guérison ? Moi, c'est ce que j'ai vécu. Je sais que j'ai été aidée. C'est-à-dire que vous n'avez pas guéri de votre expérience de mort imminente ? On ne peut pas parler de guérison. Pour moi, c'est une guérison de l'âme. Je peux dire que c'est une guérison spirituelle. Parce que justement, j'étais fermée, en fait, à l'invisible. J'étais pas du tout... Encore une fois, je n'avais pas de religion ni spiritualité avant que je vive mon expérience de mort imminente. J'étais très... J'étais une scientifique, cartésienne. Oui, il faut que ce soit prouvable, il faut que ce soit tangible, mesurable. Encore une fois, j'ai gardé cet aspect-là en moi. J'ai les 2 pôles en moi. C'est-à-dire, j'ai le pôle de la raison, parce que c'est important de garder les pieds sur terre, d'avoir une démarche intellectuelle, de pouvoir vérifier les choses. Et j'ai cette foi que j'ai développé en moi, et je dis bien foi et pas croyance, je distingue les deux parce que cette foi pour moi est reliée à mon expérience, à mon vécu intime qui m'est propre et qui est vraiment de l'ordre de l'intime et qui n'est pas quelque chose qu'on va me dire de croire, et ce n'est pas un processus intellectuel en fait. Ça, c'est vraiment mon parcours de vie qui est comme ça. Vous expliquez qu'à l'âge de 27 ans, vous avez fait un bref passage dans l'autre monde. Vous êtes restée inconsciente pendant plus d'1 minute, inconsciente physiquement et hyper consciente ailleurs par d'autres sens que par nos sens terrestres. Exactement. Comment vous savez le temps que vous êtes restée J'avais pas de notion de temps. Non, parce que a priori, on n'en a pas. Physiquement, je sais que c'était plus d'1 minute, puisque c'est ce qu'on m'a dit sur Terre. Par contre, quand j'étais dans cette autre réalité, faite de lumière et d'amour et d'être... qui m'attendait, d'être spirituel, de grande sagesse qui m'attendait, je n'avais pas du tout de notion de temps. Donc j'étais pour moi dans une autre réalité, un autre monde qui est beaucoup plus réel, beaucoup plus vrai que notre quotidien, qui me paraît, moi, assez fade depuis cette expérience. Mais la vie est comme ça. Mais qu'est-ce que vous en avez comme souvenir précis ? Alors la première chose que j'ai eue, que je me suis dit, c'est que j'étais morte. C'est assez surprenant de se dire ça, d'être dans un état d'amour incroyable
et en même temps de se dire que je suis morte et que c'est OK. C'est OK de laisser derrière moi ma famille, de laisser mon travail, mes amis, et d'être accueillie, vraiment, d'être attendue. C'est comme un retour à la maison. Vous revenez chez vous. Et... C'est-à-dire que vous étiez morte, mais pas triste. Ah non. Il n'y avait pas du tout de notion de tristesse. C'était au contraire une paix, une joie. C'était enveloppant, c'était de l'amour, mais un amour extrêmement puissant. Et que je n'ai jamais vécu sur Terre. Jamais de ma vie. Qui c'est qui vous le donnait, cet amour ? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Non, je ne sais pas. Si vous ressentez de l'amour plus fort que vous jamais ressenti, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous le donne à ce moment-là. Oui, c'est cette lumière. Pour moi, c'était cette lumière dans laquelle je baignais. C'était ces êtres qui étaient face à moi. Et plus particulièrement cet être plus charismatique qui avait, je dis énergie masculine parce que je parle en termes d'énergie, qui était face à moi et duquel émanait un amour incroyable et extrêmmement puissant. Donc ça m'a... Mais il apparaissait devant vous ? Vous arriviez à distinguer une forme ? Non, alors je ne peux pas distinguer les visages. C'est vraiment de l'énergie. Vous dites des êtres ? Oui, ce sont des formes humaines. Ça avait une forme humaine, mais ce sont c'est pour ça que je parle en termes d'énergie aussi, de perception, si vous voulez. C'est pas, on n'a pas nos sens comme sur Terre. C'est pas du tout la même chose en fait. On perçoit pas les choses de la même manière. Mais je ne peux pas décrire physiquement ces êtres-là. Voilà. Clairement, je n'ai pas eu le détail de visage ou de choses comme ça. C'était vraiment des silhouettes très lumineuses. Et comment ça se termine ? Et comment vous savez que c'est fini ? Ah bah... ce moment-là. Comment ça se termine ? Je réintègre mon corps, donc extrêmement douloureux. Alors moi, j'ai pas eu on m'a pas dit c'est pas ton moment, c'est pas ton heure, comme à beaucoup d'expérienceurs, où t'as encore une mission à accomplir ou quoi. Moi, j'ai pas du tout de souvenir de ça. C'est comme si on claque des doigts, je pars, j'ai accès à cette autre réalité, et j'ai entendu une musique magnifique, pareil, jamais entendu sur Terre, et je réintègre mon corps aussi comme un claquement de doigts, si vous voulez. J'ai pas eu de retour où je me vois au-dessus de mon corps. Mais vous étiez réveillée quand vous réintégrez votre corps tout de suite ? C'est consciente, quand je dis réveillée, c'est-à-dire consciente. Oui. J'étais consciente, j'avais mal partout. Quand j'ai fait ma chute en fait sur la tête. Parce que c'est une chute sur la tête. Exactement, j'ai chuté en arrière quand j'ai perdu conscience. Et effectivement, je ne comprenais pas quand j'ai ouvert les yeux ce qui se passait. J'avais mal partout, j'avais mal à la tête. Je ne comprenais absolument pas ce qui s'était passé. Juste que j'étais très bien là où j'étais, d'où je venais en fait. Avec une question ce matin, comment expliquer les guérisons inexpliquées ? C'est la question que j'ai posée à mon invitée Fabienne Raoul, qui publie ces guérisons qui défient la science aux éditions HarperCollins. On va faire un petit peu d'explication de vocabulaire. En quoi les guérisons inexpliquées ne sont-elles pas des guérisons inexplicables ? Et c'est quoi la différence ? Oui, tout à fait. C'est pas pareil. Alors, une guérison inexpliquée, c'est une guérison pour laquelle la science n'a aujourd'hui, en l'état actuel des connaissances scientifiques, pas d'explication. Ce qui ne veut pas dire que dans quelques années, elle ne trouvera pas ces explications. Contrairement à une guérison inexplicable, où là, c'est vraiment... on ne comprend pas. Mais en général, c'est un miracle, c'est ça qu'on appelle les miracles ? Oui, alors, en général, effectivement. Alors, les miracles, il y a vraiment cette notion de religion, finalement. C'est-à-dire, c'est une guérison inexpliquée qui est reconnue, qui est authentifiée par le corps ecclésiastique, par exemple. Voilà, je pense aux miracles de Lourdes, qui sont assez connus. Là où, effectivement, il y a un bureau des consultations médicales. Donc, c'est des médecins qui vont statuer sur les dossiers des patients qui disent avoir été guéris, puis ils vont tout décortiquer. Et ensuite, ça passe dans les mains d'un évêque qui va s'assurer de la foi également de la personne, en fait. C'est vrai qu'on amalgame souvent, expliquez-vous, les guérisons inexpliquées, les rémissions spontanées et les miracles. Donc, on ne fait pas toujours la différence, mais ce n'est pas du tout la même chose. Non, effectivement. Et de plus, les rémissions, alors c'est un terme qui est souvent employé en cancérologie. Il y a une notion de temps. Alors, il y a des rémissions, au bout de 5 ans ou au bout de 10 ans, selon
selon le type de cancer. Mais les médecins sont extrêmement précautionneux, et c'est pour ça qu'ils ne parlent pas d'ailleurs de guérison, souvent dans les cancers. Ils parlent plutôt de rémission au bout de 5 ans ou 10 ans, justement parce qu'il y a un risque en fait de récidive. Donc c'est à la fois satisfaisant pour le patient, mais pas vraiment aussi satisfaisant que ça, parce qu'on n'entend pas ce terme de guérison, quoi. Donc, comme me disait une dame, j'ai l'impression toujours d'avoir l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, en fait, tant qu'on ne me dit pas que je ne suis pas guérie, et pourtant je le suis. Elle estime être guérie, mais elle est en parcours de rémission. Les guérisons inexpliquées, les médecins précisent généralement, la guérison est inexpliquée en l'état actuel des connaissances de la science. Mais qu'est-ce que cela signifie finalement ? Ça veut dire qu'en fait, la science ne s'interdit pas de trouver une explication dans les années à venir, grâce à la recherche, grâce aux études scientifiques qui vont pouvoir... la science est toujours en progression, donc... c'est du coup leur manière en fait de se positionner, et puis souvent les médecins n'aiment pas trop, enfin en tout cas les médecins qui ont une vision matérialiste des choses et réductionniste, c'est-à-dire ce sont les médecins qui sont formés aujourd'hui de cette façon-là, ne veulent pas aller sur le terrain de la spiritualité, de l'impact de notre psyché sur notre corps physique, le fait de dire on a demandé de l'aide à plus grand et puis on a été guéri, ça fait peur, on ne veut pas mélanger les choses. Est-ce qu'ils vont sur le terrain de la guérison inexpliquée ? Alors, est-ce qu'ils lui reconnaissent ce statut ? Alors, quand j'ai commencé à m'intéresser justement à cette thématique, et puis j'ai posé des questions autour de moi auprès des médecins, mais est-ce que vous avez des cas de guérison inexpliqués ? On m'a dit, alors oui, mais il n'y a pas vraiment d'études sur le sujet, et puis de toute façon, c'est des valeurs, alors on appelle ça des anomalies. On appelle ça des valeurs aberrantes. Non, mais c'est pas la même chose si vous dites que c'est une anomalie. Le mot en lui-même est très connoté. C'est ce qui est utilisé. C'est un terme effectivement employé par les médecins pour dire que, en fait, on parle de statistiques, en fait, dans le monde médical. Donc, il y a la norme, c'est-à-dire les valeurs dans lesquelles on a le plus grand nombre de cas de patients. Et puis... c'est la courbe de Gauss, voilà, tout simplement. Et puis aux extrémités, ce sont les anomalies, les valeurs statistiquement faibles, finalement. Et ça, on s'y intéresse pas. On s'y intéresse pas parce que justement c'est rare, alors qu'en fait, il y a vraiment cette idée c'est une source d'information. C'est une mine d'information. C'est un sujet auquel on devrait s'intéresser, mais oui. Parce qu'il y a tout à apprendre de ces gens qui guérissent de façon inexplicable. Exactement. On pourrait modéliser. Exactement. Et moi, mon idée, c'est pour ça que je lance un appel, j'en profite pour lancer un appel, si vous m'autorisez, Philippe, c'est effectivement de pouvoir recueillir, en fait, créer une sorte de base de données où les patients peuvent apporter leurs témoignages. Alors il faudrait établir un questionnaire, bien évidemment, dans lequel on poserait des questions sur... quel est votre ressenti ? Qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre de votre guérison ? Est-ce que vous avez changé quelque chose à votre vie émotionnellement ? Est-ce que vous avez changé votre nourriture ? Est-ce que vous avez fait appel à un magnétiseur ? Je ne sais pas. Vous avez fait appel à autre chose, un acupuncteur, par exemple, pour... essayer de comprendre c'est quoi les mécanismes en fait des guérisons inexpliquées. C'est vraiment ça l'idée, parce que tant que finalement on reste chacun dans notre domaine, un médecin dans son domaine de compétences qui est très bien, mais que les gens ne se parlent pas entre eux et qu'on va pas investiguer dans ce domaine-là et qu'on va pas essayer de comprendre comment on peut faire avancer les choses. Pour moi, c'est fondamental, et c'est pour ça quand vous m'avez présenté tout à l'heure, vous me dites, je suis dans le hors cadre. C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, en tant que chercheuse, j'aime trouver des choses hors cadre, et c'est là qu'on fait les plus belles découvertes. Mais attendez, moi je n'aime que les gens en dehors du cadre. Mais parce que c'est ça qui est le plus intéressant. Oui, parce qu'on est dans la norme. Donc effectivement, on pense tous la même chose dans ces cas-là. On peut pas faire des belles découvertes si on reste dans un cadre normatif. Alors ça, c'est évident. On peut, mais voilà, les génies sont hors du cadre. Exactement. Newton, que ce soit Einstein, Archimède, en fait, c'est toujours par le entre guillemets hasard, qui n'en était probablement pas un, si on croit justement dans l'invisible, en tout cas de forme d'inspiration, d'intuition.
qui ont fait des grandes découvertes. Donc, et ces découvertes-là, c'était pas en penchant sur un cadre fermé. Dans votre livre, vous expliquez qu'il n'existe pas actuellement en France de base de données qui recense ces cas de guérison inexpliqués, donc il faut partir à la pêche. Exactement, il faut partir à la pêche aux informations. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça que j'ai vraiment envie de mettre en place, enfin, bien sûr avec des chercheurs, avec des médecins qui prônent également une médecine intégrative, c'est-à-dire une médecine qui intègre toutes les facettes de l'être humain. On n'est pas que juste un corps biologique, une machine, on est aussi... on a notre psyché, on a nos émotions qui ont un impact sur notre corps, on a aussi notre spiritualité, peu importe. Voilà, alors, une des questions justement par rapport à ça de votre livre, c'était de savoir si ces émotions pouvaient déclencher des maladies. Alors oui. Pouvaient être à l'origine de maladies. Oui, alors clairement. Et à l'origine, et puis au fait qu'elles guérissent. C'est exactement ça. J'ai fait de très belles rencontres dans le cadre de mon enquête. Je pense plus particulièrement à un médecin qui s'appelle le docteur Anne Gabarallard, qui est une gynécologue passionnante, vraiment passionnante. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé à elle? Parce elle a quand même une histoire de base. Exactement. Bon, elle n'a pas changé, elle n'a pas quitté l'autoroute comme ça du jour au lendemain. Exactement. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, elle avait une petite soixantaine d'années. Alors aujourd'hui, elle a, je crois, 73 ans, il me semble. J'espère pas faire d'erreur dans l'âge, mais en tout cas. Donc il y a une dizaine d'années de ça. Donc elle a un parcours de gynéco classique où elle suit des femmes qui ont des problèmes d'infertilité. Elle les accompagne en PMA, en fécondation in vitro, et puis elle constate que elle comprend pas en fait pourquoi ces femmes ne tombent pas enceintes. Il y en a qui sont en échec. En échec, bien que on les aide par la technologie, les prouesses de la technologie, et que fonctionnellement tout est ok. Donc elle se dit mais je comprends pas. Et puis elle part en fait à un festival d'astronomie où elle rencontre des astrophysiciens, elle rencontre des scientifiques qui ont une autre vision de la réalité, au-delà de la médecine, bien sûr, mais ça reste de la science. Et alors elle commence à s'ouvrir. Et finalement elle revient chez elle et puis elle se dit mais en fait je vais poser des questions finalement à mes patients. Je les connais pas tant que ça finalement. Et de là, elle pose des questions sur leur vie et elle comprend qu'il y a eu un blocage d'ordre émotionnel qui a empêché que ces femmes puissent tomber enceintes. Et de là, elle décide en fin de compte de faire une thèse en philosophie de médecine. Alors, il faut lui rendre hommage parce que à 60 et quelques années, se décider de repartir sur 5 ans d'études, faire une thèse de médecine sur le sujet, de recevoir 300 personnes en dehors de ses horaires de consultation alors ce sont des patientes qui n'ont pas que des problèmes de gynécologie, c'est également des patients qui ont des problèmes de sclérose en plaques, de polyarthrite, etc. Et un des cas qu'elle me relate justement, c'est une dame qui s'appelle Iphigénie, qui a développé une sclérose en plaques à la suite en fait, d'un choc émotionnel et plus particulièrement d'émotions qui sont restées dans son corps. Ce qui s'est passé, c'est que cette dame-là, en fait, était mariée, son mari tombe dans l'alcool, il a des problèmes d'argent, donc elle développe un sentiment de honte, de culpabilité qu'elle ne garde pour elle, ça c'est important que je le précise, elle le garde en elle, ces sentiments-là, ces émotions que le docteur Anne Gabarallard qualifie de délétères. Elle ne dit pas émotions négatives, elle dit ce sont des émotions délétères. Et le fait qu'elle intègre, que Iphigénie intègre ces émotions, ne puisse pas les exprimer, ne puisse pas s'en libérer, eh bien ça va aboutir à la création de sa maladie. Sachant que la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le corps, en fait, réagit contre lui-même. En fait, l'ennemi est à l'intérieur de lui-même, alors qu'il n'y a pas d'ennemi en réalité. Et elle m'explique que face au stress, quand on vit un stress très intense, on a, en tant qu'être humain, un peu comme un animal, deux options. Soit on part en fuite, soit on part en combat. Or, dans le cas d'Iphigénie, et puis dans le cas d'autres femmes qui ont eu d'autres pathologies, eh bien, elles n'ont pas pu ni fuir finalement, ni combattre. Et de là, en fait, la maladie, le stress intense a créé une inflammation dans leur corps qui s'est retournée contre elles. Donc, ces femmes-là, en fait, ont compris que
la maladie venait de ce trop-plein émotionnel qui n'a pas pu être exprimé. Et dès qu'elles ont commencé à travailler sur elles-mêmes, à faire une psychothérapie, à faire une approche type EMDR, donc c'est une approche qui est utilisée surtout dans le stress post-traumatique, et bien à ce moment-là, elles ont pu se libérer, leur corps a pu se libérer, et chose qui pourrait être surprenante pour un médecin qui a une vision purement matérialiste, c'est que typiquement Iphigénie, ça fait depuis 14 ans qu'elle n'a plus du tout de crise de sclérose en plaques. Alors, ça ne veut pas dire que la maladie a disparu si on faisait une IRM, mais n'empêche que ne plus avoir de crise, c'est énorme. Elle n'a plus d'épisode. Elle n'a plus d'épisode. D'où l'épisode du concept de la maladie comme une manifestation de la sortie de notre zone d'habitabilité physique ou émotionnelle. Exactement. Donc ça, c'est le concept qu'elle définit, qu'elle pose. Tout à fait. Et donc, le docteur Gabarala a effectivement prône maintenant une vision intégrative de l'être humain. Et elle donne des conférences, justement. Moi, je trouve ça merveilleux de pouvoir transmettre à ses confrères et ses consoeurs médecins cette vision-là qui est beaucoup plus large, finalement, qui montre bien que nos émotions ont un impact sur notre corps, et à la fois pour créer la maladie, et à la fois pour aussi être sur le processus de guérison. Voilà, comment expliquer les guérisons inexpliquées avec Fabienne Raoult ce matin. Je rappelle que vous publiez, Fabienne, ces guérisons qui défient la science aux éditions HarperCollins. Et vous nous expliquez dans votre livre que le caractère inexpliqué de ces guérisons ne l'est que d'un point de vue de celui de la médecine actuelle conventionnelle, parce qu'il pourrait y avoir plein d'autres explications à ces guérisons. Tout à fait. Si on adopte un point de vue effectivement beaucoup plus de la médecine dite intégrative, c'est-à-dire encore une fois en prenant en compte toutes les dimensions de l'être humain, eh bien, comme me dit par exemple le docteur Anne Gabarala, maintenant, elle me dit, mais pour moi maintenant, ce n'est plus une guérison inexpliquée, le fait de ne plus avoir de crise de sclérose en plaques depuis 14 ans, ce qui peut paraître, si elle gardait son ancien regard de médecin classique, oui, c'était inexpliqué. Maintenant, ça l'est plus. Alors, vous êtes allé à la recherche des enquêtes scientifiques qui existaient sur le sujet. Qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui sur les guérisons inexpliquées ? En termes de cancérologie, il y a quand même des études internationales. Oui, il y a des études qui ont été menées, effectivement. Alors, il y a l'Institut des sciences noétiques aux États-Unis qui a fait un grand travail de recensement de plus de 3000 articles scientifiques sur le sujet, effectivement, des cancers. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ça montre que effectivement, les cas de rémission sont pas si rares que ça également. C'est-à-dire que les cas de guérison inexpliquée ne sont pas si rares que ça, oui. Et les cas de rémission ne sont pas si rares que ça aussi. Exactement, aussi, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, ça manque de visibilité finalement. Ça manque justement de laisser un espace aussi aux personnes pour pouvoir s'exprimer sur ce sujet. Ça, c'est vraiment important. Moi, j'ai pu constater que les gens n'osaient pas forcément en parler, qu'ils avaient eu une guérison inexpliquée. Parce qu'il y a la peur du médecin, la peur du qu'en dira-t-on, la peur d'être jugée. Je pense notamment à une jeune femme qui s'appelle Lucille, qui a un parcours incroyable. Elle était en fin de vie, leucémie. Les médecins lui disent à ses parents, en l'occurrence, ils ne l'ont pas dit à elle, mais ils ont dit à ses parents, il n'y a plus rien à faire, on arrête tout traitement. Il ne lui donne que de la morphine, sa maman décide de faire appel à un magnétiseur qui agit à distance sur les douleurs uniquement. Et effectivement, elle va mieux, elle n'a plus ses douleurs. Et à ce moment-là, les médecins disent, et alors qu'ils refusaient de faire la radiothérapie, finalement, ils disent, ok, on lance la radiothérapie, on fait la radiothérapie. Et aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Et je lui ai dit, mais est-ce que... Et je lui ai dit, pardon ? Le magnétiseur, c'est Pierre Yanis. Pierre Jonas. Jonas, pardon. Tout à fait. Mais qui existe en vrai. C'est pas un nom que vous avez. Alors tous les noms. Alors ça, c'est très important également. C'est que dans le cadre de mon enquête, c'est des vrais patients. Il y en a qui m'ont autorisé à donner leur nom. Donc, c'est pas. Tout est vrai. Les médecins qui sont dedans, c'est des vrais médecins. Les praticiens aussi. Donc ça, je veux dire, tout peut être vérifié. Ça, il n'y a aucun problème. Les dossiers médicaux également. Pour revenir à Lucille, quand je lui ai demandé quelle autre approche elle aurait pu avoir, elle m'a dit qu'elle avait fait appel à un acupuncteur également. Et ça lui faisait du bien
en complément, en fait, bien évidemment, des traitements conventionnels qu'elle avait. Et je lui dis, mais est-ce que vous en avez parlé à votre médecin? Elle me dit, oui, je lui ai dit que je faisais un acupuncteur. Et alors, il m'a ri au nez. Et il m'a dit, bon, ok, c'est comme vous voulez, mais bon, ok, si ça vous fait du bien, mais c'était un peu méprisant. Voilà, donc ça montre qu'il y a quand même encore du chemin à faire, sachant que l'acupuncture, quand même, c'est quand même une approche ancestrale. Si on remonte à moins 5000 ans avant Jésus-Christ, qu'il y a des médecins, il y avait le docteur Philippe Janin, justement, qui était là, qui est un médecin acupuncteur depuis une quarantaine d'années ou cinquantaine d'années. Pionnier dans la prise en charge exactement. Des malades du cancer. Hein. Exactement, et qui travaille effectivement avec des collègues cancérologues, donc sur le sujet, donc et c'est objectivé. Oui, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est qu'au début, on lui a dit va jouer dans ton coin, et parce qu'il a fait ses preuves, que ça a été prouvé scientifiquement, exactement, il a été inclus dans les exactement. Protocoles. Voilà. Tout à fait. Il a fallu montrer patte blanche d'une certaine façon. Il a fallu montrer que ça fonctionnait. Ça fonctionnait, exactement. Et c'est le cas. Il m'expliquait justement que ça a été objectivé, clairement, que les globules blancs remontent à l'issue de séances d'acupuncture. Donc c'est une expérience scientifique qui a été menée. Donc je veux dire, c'est irréprochable. Ces guérisons inexpliquées offrent des pistes de recherche concrètes sur les mécanismes qui sont mis à l'œuvre. Qu'est-ce que vous avez compris sur les mécanismes qui sont mis à l'œuvre dans les guérisons inexpliquées? Quel est le point commun qu'on y retrouve? Le point commun, alors pour moi, il y a plusieurs aspects. Il y a l'impact de notre psyché, encore une fois, c'est-à-dire de nos pensées, de nos émotions sur notre corps, à la fois pour créer la maladie, mais aussi pour guérir. Ça, c'est important. Il y a besoin aussi de faire un travail sur soi. C'est très important. De ne pas être dans une passivité. La personne est également actrice, j'allais dire, de sa guérison. Ça veut dire, la maladie va renvoyer à, finalement, mais qui je suis ? Ça, c'est des vraies questions un peu existentielles qui vont se poser à la personne. Et la personne va se mettre en chemin pour enlever un petit peu comme un oignon, on va enlever les pelures, de se dire, mais finalement, qui je suis. Voilà. Donc, il y a vraiment cette recherche-là. Ça c'est les personnes chez qui, qui guérissent et pour qui la maladie a un sens. Hein. Exactement. Qui donnent un sens à leur maladie. Qui donnent un sens à la maladie, exactement. Parce qu'effectivement, il y a des personnes pour qui la maladie n'a pas de sens et peut-être qu'effectivement, elle n'a pas de sens. Il y en a qui vont dire c'est un châtiment divin, etc. Donc ça va nous emmener plutôt sur une notion de culpabilité, ce qui n'est peut-être pas non plus... bon, après, ça peut être une croyance, mais en tout cas, quand on devient un petit peu plus acteur finalement du processus de guérison, pour essayer de trouver des solutions, pour effectivement mettre du sens à sa maladie, eh bien, on se met en route. Et le fait de se mettre en route, en mouvement, on envoie finalement un signal très positif à notre corps, à notre psyché, et au cerveau pour trouver des solutions. Déjà là, ça aide. On est dans ce processus-là. Après, je tiens également à préciser que la guérison, on peut être, et ça m'avait vraiment interpellée, on peut aussi rester malade peut-être même toute sa vie. On peut mourir guéri. Et on peut mourir guéri. Alors expliquez-moi cette expression que j'ai eu du mal à... qui a franchement est restée dans ma tête. Oui. Et c'est quoi le concept de mourir guéri ? Exactement. Alors, c'est une jeune femme, une femme que j'ai eue effectivement au téléphone et qui a perdu sa compagne, qui avait en fait un cancer des ovaires. Elle est partie en quelques mois. Et elle me dit, la première chose qu'elle me dit, mais Christine est morte guérie. Alors, je reste bête, je dis, elle est morte guérie, c'est antinomique. Et en fait, elle m'explique qu'elle a eu une prise de conscience de la présence, alors après on peut l'appeler, il y en a qui vont l'appeler l'ange en soi, Dieu, et un amour en fait extrêmement fort, extrêmement puissant qu'elle avait à l'intérieur d'elle-même. Et c'est pour ça qu'elle a fait tout un chemin intérieur aussi pour finalement lâcher le fameux ego et se dire qu'elle était plus que ce corps physique. Et c'est pour ça, en fait, c'est plus une guérison de l'âme, une guérison spirituelle, finalement, parce qu'elle était consciente qu'il y avait autre chose après la mort biologique. Et ça a été, pour moi, je trouve que c'est la plus belle des guérisons. Et c'est aussi ça que j'ai envie de faire passer comme message aux gens, aux auditeurs. C'est que, je veux dire, on n'est pas là pour dire oui, 100% les personnes vont être guéries. C'est pas ça. On a tous, je pense, notre chemin. On a
On est humain, on est mortel, on a tous des choses à comprendre. Toutes les personnes vont être guéries par la puissance de la pensée. Non, mais il ne faut pas réduire c'est ce que je dis. Non, il faut pas réduire le message à ça. Hein. Bien sûr, c'est exactement ce que je dis en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui nous échappent. La vie, la mort reste un mystère, la maladie reste aussi un mystère, la guérison aussi. Mais il y a des facteurs quand même communs. Après, ça vaut le coup quand même de se mettre en chemin, rien que pour soi, pour l'amour de la vie aussi. Je pense que la vie est belle à vivre. Et c'est à nous, à chaque personne, de trouver le sens aussi de sa vie. Comme tout débordement émotionnel n'aboutit pas forcément à un cancer. Exactement, tout à fait, c'est important de le préciser également, hein. C'est évident ça. Ouais. Comment vous faites le lien et comment on peut prouver le lien entre nos émotions immatérielles et notre corps matériel ? Alors, bon, effectivement, on ne voit pas nos émotions dans un microscope, ni sur un IRM. Par contre, on sent bien, je vais donner un simple exemple, quand on est en stress, on ressent les effets physiques. On a mal au ventre, on peut avoir des palpitations, etc. Ça, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Donc, voilà, gérer ses émotions, entre guillemets, c'est un mot que j'aime pas trop non plus, mais en tout cas, être conscient de ses émotions déjà, les accueillir, les accepter, c'est un pas, finalement, sur ce chemin d'être en reliance, en connexion avec son propre corps. Et ça, c'est vraiment important. On a beaucoup parlé de l'effet placebo qui serait à l'origine de ces guérisons. Il y a une étude qui existe, alors là aussi c'est une étude scientifique, hein, l'étude de Bengtson. Qu'est-ce qu'elle dit cette étude ? Alors, l'étude de Bengtson sur l'effet placebo sur les souris qui ont été guéries. Oui, voilà, c'est ça. D'accord, c'est bien ça. Alors ça, c'est une étude passionnante qui a été faite aux États-Unis et reproduite, ça aussi c'est très intéressant, dans plusieurs laboratoires aux États-Unis. New York, Californie, etc. Enfin, tout est sourcé, hein, bien évidemment, tout est référencé dans le livre. C'est une expérience qui a été faite sur des souris auxquelles on a inoculé des tumeurs cancéreuses. Il a été demandé, donc il y a eu 3 groupes de souris. Un premier groupe dans une cage qui allait être les souris sur lesquelles des praticiens en fait allaient intervenir pour mettre les mains avec une intention de guérison sur la cage. Imposition des mains sur la cage avec cette intention de guérir les souris. Un deuxième groupe qui est situé juste à proximité de cette cage, mais sur lesquels on n'intervient pas. Et enfin un troisième groupe qui est beaucoup plus loin, beaucoup plus éloigné, sur lesquels, alors là, on intervient encore moins. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que pendant 1 mois, alors voilà, il a été demandé aux praticiens de poser leurs mains, alors je ne sais plus exactement si c'est 1 heure par jour, en tout cas, voilà, de façon très régulière pendant 1 mois, sur cette cage. Et plus de 90% des souris du premier groupe ont été guéries. Donc là, l'effet placebo, moi je veux bien, mais comment on peut expliquer un effet placebo sur des souris ? Voilà, ça c'est la première chose. Ou sur des animaux, en règle générale. Sur des animaux, bien sûr, sur des animaux. La deuxième chose qui est vraiment surprenante, c'est que les praticiens, ont été pris un petit peu au hasard. C'est-à-dire qu'on les a formés à une méthode, tout simplement, d'émettre une intention. Mais parmi ces praticiens, il y avait des personnes qui n'y croyaient absolument pas. Donc, ils n'étaient pas dans cette croyance que, OK, ça va fonctionner, etc. Donc, c'est pareil. Ça veut dire que finalement, l'émetteur de cette intention, la notion de croyance ou de foi n'intervient pas. Ça, c'est fascinant. Il s'est passé quelque chose au niveau des photons, en fait, des particules de lumière liées à l'intention de la personne. Et c'est absolument passionnant. Ça, c'est trop votre truc. Ah, mais j'adore. Ah, mais moi, truc. Alors ça, moi, ça me passionne. Les photons, les protons, tout ce qu'on a. Voilà, on retrouve le nucléaire. Voilà, vous aimez trop ça. J'adore ça. Mais j'adore, parce qu'en fait, c'est la vie, en réalité. Et pour moi, ça, c'est vraiment important dans le processus de la guérison, cette notion d'intention et de lumière, mais qui peut être objectivée. Hein, je veux dire, il y a une expérience scientifique aussi fascinante qui a été menée. En fait, on a demandé à des personnes de visualiser de la lumière. Et un appareil a été posé à 15 cm de leur cerveau et on a constaté une augmentation du nombre de photons. Comment vous l'expliquez ça ? Voilà, c'est ce qu'on appelle les biophotons, bio parce que c'est organique, et photons, des particules de lumière. Donc, en fait, le fait d'émettre cette intention de lumière produit réellement dans la matière de la lumière. Comment on émet une intention de lumière ? Il suffit d'y penser, de se focaliser dessus. C'est l'attention, c'est très important. Votre intention associée à votre attention, comme un focus, comme un petit peu une loupe. Hein, vous prenez une loupe, vous mettez de la lumière par-dessus, et bien ça va créer
en dessous, un faisceau très concentré d'énergie. Et ben, c'est le même processus. On va faire ça cet après-midi. Fabienne Raoul, notre invitée. Alors, montrez votre livre à la caméra, Fabienne. Je rappelle que vous publiez ces guérisons qui défient la science aux éditions HarperCollins. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent cette émission. Et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous, Fabienne. C'est moi qui vous remercie, Philippe. Et très belle journée santé sur Beurre FM.